Bonjour Mathieu Grandpiron. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir accepté pour cet entretien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de relations internationales, de la Chine et de géopolitique. Donc je vais faire votre portrait succinct. Vous êtes ancien étudiant de l'ICES, diplômé de l'université de Leiden, puis doctorant de l'école de Polytechnique en relations et affaires internationales. Vous êtes directeur de la licence de sciences politiques à l'ICES et vos recherches portent sur les théories des relations internationales et ont abouti à la publication de différents articles et d'une thèse. Vos recherches sont principalement centrées sur la Chine et le bouleversement de l'ordre international. C'est ce qu'aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur ce thème-là. Du coup, pour commencer notre entretien, est-ce que vous pourriez esquisser les rapports qu'entretiennent la France et la Chine depuis la prise de pouvoir du président Macron? Bien, tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. Bonsoir à tous. Euh, pour la première question des rapports entre la France et la Chine, c'est quand même un peu compliqué d'essayer d'y voir clair. Déjà parce que du côté chinois, euh, c'est quand même compliqué de savoir ce qu'ils pensent. Il y a un art oratoire chinois qui consiste quand même à être très neutre, à savoir dire tout et son contraire et de rester le plus insaisissable possible, tout simplement pour voir venir et pouvoir se réarticuler les dispositifs diplomatiques le plus rapidement possible. Et puis du côté français, bon, il y a quand même des énormes intérêts français en Chine, qu'on pense au nucléaire pour ce qui en reste, on pense à Carrefour notamment, on pense voilà, à la coopération culturelle, etc. Et puis il y a quand même une dérive française, notamment débutée depuis le président Hollande, à vouloir venir en Chine et à faire des leçons de morale, c'est-à-dire à venir en Chine et à parler uniquement Ouïghours, Tibet, Hong Kong, c'est-à-dire des sujets complètement minoritaires. Et donc, bah, ça dépend en fait de quel moment on parle précisément et de chaque rencontre. Si ça se passe très très bien voilà, quand ne vient pas en Chine pour leur donner des leçons de gouvernance, mais quand ça se passe, eh bien c'est des relations de type France-Maroc ou France-Congo comme on a cette semaine. D'accord. Et est-ce qu'on a une forte communauté expatriée en Chine? Alors, il y avait une forte communauté, il faudra retrouver les chiffres, mais il y a une forte communauté française expatriée en Chine, concentrée notamment Hong Kong, Pékin, Shanghai, Tianjin, etc. La communauté a quand même bien fondu pendant la période Covid de par les mesures extrêmement restrictives et drastiques mises en place par la Chine. Donc il y a quand même eu une bonne vague d'évacuation. Ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est vrai que la population a diminué. La population française a diminué. En ce moment, on reste sur la même base parce que c'est à nouveau compliqué de revenir en Chine. Les visas touristes ne sont pas délivrés. Pour obtenir ces visas et titres de séjour, il faut des lettres d'invitation d'organismes ou d'entreprises accréditées par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est tout un processus administratif compliqué. Mais dans le secteur qui marche notamment bien, donc c'était tout ce qui est monde du luxe et gastronomie, ça, pour le coup, il n'y a pas eu de déperdition. Au niveau de la population, les ressentiments envers les Français sont comment? Ils sont plutôt francophiles? C'est plutôt au niveau des élites qui sont plutôt attirées par la France? Bah, si vous voulez, l'image du français enfin, le français a une bonne image en Chine. C'est la France qui a une mauvaise image. Bon, la France, l'image que commence à avoir un Chinois de la France, c'est globalement un pays de plus en plus euh, dangereux d'un point de vue sécuritaire. C'est un pays de plus en plus à l'abandon d'un point de vue des infrastructures. En même temps, vous imaginez les Chinois, on va dire, d'un bon niveau social, arriver à Charles de Gaulle et puis faire tout le RERB dans ces espèces de bidonvilles, arriver à Paris, se faire détrousser dans le RERB, enfin voilà. Donc la France commence à avoir une image de pays qui paye beaucoup d'impôts, qui paye très mal les salaires, qui devient crade payer, pour parler cash. Et par contre, le français, lui, a encore une aura vue positivement. Alors, après, il faut distinguer aussi des régions et des villes. Plus vous êtes dans des mégalopoles internationales, Pékin, Shanghai, Hong Kong, Nankin,
plus vous avez, mieux est votre image. Par contre, si vous commencez à aller à la campagne, bon bah là, c'est plus compliqué. D'accord, merci. Au niveau de la scène internationale, la Chine a commencé à bouger ces derniers temps. Et le 24 février, la Chine a publié un document énonçant sa position vis-à-vis de la guerre en Ukraine, où les dignitaires chinois évoquent le respect de la souveraineté de tous les pays, renoncer à la mentalité de guerre froide et lancer les pourparlers. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Alors déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que ça a toujours été la position diplomatique standard chinoise. Ça a été, alors, ça a surtout été mis en avant depuis 2013 avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, mais c'est une politique tout à fait classique. Quand on regarde les discours chinois sur la mer de Chine du Sud, c'est exactement ça, c'est-à-dire arrêtez les Américains avec votre guerre froide à venir en mer de Chine, arrêtez avec cette espèce voilà, d'expansionnisme. C'est voilà, unique ceux qui peuvent gérer les affaires. C'est ceux qui sont dans la région concernée. Vous, les Américains, vous n'êtes pas asiatiques, vous ne connaissez rien à l'histoire asiatique, vous n'avez rien à faire là. À chaque fois que vous venez, de toute façon, c'est pour mettre. C'est pire qu'avant. Donc, surtout, ne touchez à rien. Laissez, entre guillemets, les professionnels gérer. Sous-entendu, nous, les Chinois. Mais les Chinois ont eu exactement ce même discours-là quand il s'agissait de la Libye, au moment d'envoyer. De savoir Kadhafi ou pas Kadhafi. Ils ont exactement eu le même discours par rapport à la Syrie. Donc ça, c'est un discours de multipolarité classique. Là, il devient de plus en plus mis en avant, de plus en plus soutenu également, d'un point de vue tonalité, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, parce que la Chine a les moyens maintenant de ce discours. Avant, c'était plus compliqué. Donc, on peut voir ça comme prolongement tout à fait classique. D'un autre côté, la guerre en Ukraine donne une opportunité pour la Chine de s'ériger, une nouvelle cartouche à la Chine pour s'ériger comme phare, comme un nouveau phare civilisationnel, ou en tout cas un nouveau phare. Voilà, nous sommes aussi un leader international. Vous avez les États-Unis, mais si vous n'êtes pas les États-Unis, pensez à nous. Nous aussi, nous sommes. Voilà, nous pouvons assumer ce rôle, pas de gendarme du monde, mais en tout cas de guide. Une première cartouche avait été testée par Xi Jinping avec les routes de la soie et la nouvelle banque de développement pour les infrastructures en Asie. Ça avait bien marché au départ, et puis bon, puisque tous les pays en fait en 2015 ont rejoint la nouvelle banque, alors que la veille en fait Obama avait appelé tous les dirigeants européens pour leur dire de ne pas rentrer. Résultat, le lendemain ils étaient tous dedans. Grande influence, grand succès américain. Par contre, bon, le projet s'essouffle financièrement, parce que les routes de la soie, c'est un gouffre sans fond. Donc ça, c'est une première tentative, pas trop... Voilà. Et là, la guerre en Ukraine, bah, c'est magnifique, parce que ça oppose la Russie avec les États-Unis, directement, indirectement, tout dépend exactement de qu'est-ce qui est envoyé dans les sociétés militaires privées américaines pour aider l'armée ukrainienne, et puis ça dépend aussi de savoir exactement qui est sous uniforme ukrainien. Donc là, l'occasion est quand même très belle. Deux grandes puissances majeures qui s'affrontent. Le troisième, de dire, écoutez les gars, halte au feu, je vous propose une paix. Donc ce sont des propos qui n'ont pas forcément pour but de régler la situation, mais avant tout d'augmenter le statut en disant, regarde, nous sommes une grande puissance raisonnable, on veut régler la paix, le conflit, on propose une solution, on va dire, plus globalement neutre, acceptable plus ou moins par les deux parties, en tout cas il peut servir de base de négociation. Nous sommes vraiment une grande puissance avec qui compter, et c'est un message subliminal envoyé aux pays d'Asie Sud-Est, aux pays d'Amérique latine et aux pays d'Afrique. Ces derniers temps, on a notamment en Occident plusieurs commentateurs, des commentateurs, différents experts, qui ont protesté contre l'intervention chinoise en termes commerciaux avec la vente d'armes à la Russie. Est-ce que ce serait pas un peu une hypocrisie un peu occidentale par rapport au soutien ukrainien? Est-ce que un acteur aussi fort que la Chine peut se positionner commercialement comme ça? Bah, c'est pas compliqué. Enfin, à partir du moment où il y a un appel d'offres et que vous décidez de ne pas mettre en place de mesures économiques coercitives qu'on appelle sanctions, je vois pas pourquoi vous pourrez ne pas vendre des armes. On en vend bien à l'Ukraine. On a bien, de manière tout à fait complètement immorale, vendu à la fois des armes pendant la guerre Iran-Irak à l'Iran et à l'Irak.
Bon, on en a vendu aux rebelles en Syrie. D'ailleurs, une partie des armes françaises sont arrivées en fait directement chez Al-Qaïda. Donc, on est quand même plutôt très très mal placé pour donner voilà, de la morale, des indications de morale. Après, c'est en vendant des armes, c'est sûr que vous prenez concrètement, en tout cas, pas fait et cause, mais vous affichez clairement de quel côté va le soutien. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la Chine est quand même en partie orientée sur la volonté voilà, de la balance commerciale. Et quand on achète du pétrole, armes, enfin, il faut aussi se rendre compte que dans la mentalité chinoise, que ce soit l'empereur ou le président Xi Jinping ou n'importe quel autre président chinois, enfin, vous avez quand même 1 milliard, 300 millions, voire 400 millions d'habitants, enfin, il faut quand même les nourrir. Et que voilà, votre légitimité politique tient du fait que, un, vous leur donnez un travail, vous leur garantissez des conditions sociales minimum, et que vous aidez, que vous les faites sortir de la pauvreté. Et à un moment donné, il n'y a pas 50 000 options. Très bien. Alors pour sortir de l'Ukraine, on a un bruit sourd qui court sur la scène internationale, c'est que l'Ukraine serait que le début d'une période de déstabilisation de la scène internationale, et que la prochaine étape se trouve dans une éventuelle invasion de Taïwan. Quel bouleversement ce scénario pourrait-il avoir sur l'ordre mondial actuel? Ah bah moi je pense que déjà ça serait une complète catastrophe. Ça sera une catastrophe pour les États-Unis parce que s'ils soutiennent militairement Taïwan, pas sûr qu'ils en sortent indemnes. La casse risque d'être quand même assez lourde, sous réserve que le matériel militaire chinois fonctionne réellement, ce qui pour certains types de missiles c'est pas très très garanti puisque les Chinois ne le testent pas, ou en tout cas on ne sait pas s'ils l'ont testé, donc le truc peut très bien fonctionner comme pas fonctionner. Je pense là aux missiles hypersoniques anti-navires. Bon, pour la Chine, ce serait une invasion pas une bonne nouvelle pour leur image sur la scène internationale, parce que quand vous avez une économie tournée vers l'exportation, si vous êtes tout de suite sous la sanction, bon, ça peut être quand même extrêmement compliqué. Alors les autres États peuvent très bien ne pas continuer de vous vendre et fermer les yeux, c'est tout à fait possible, mais ce scénario catastrophe, c'est envisageable. Militairement, ça me semble être quand même compliqué, enfin c'est compliqué d'envahir Taïwan pour des questions climatique en partie parce que voilà, vous avez que 2 à 3 plages disponibles, mais disponibles uniquement 3 mois dans l'année. Donc il faut bien choisir le créneau parce que sinon le débarquement est extrêmement compliqué. Et comme c'est que 3 plages disponibles, vous êtes dans du frontal. Débarquement frontal, sachant qu'en face, bon, ils ont quand même bunkerisé un peu la zone. Vous avez une supériorité de feu en termes de missiles, mais disons que c'est pas forcément une partie de plaisir. Après, il y a la jungle, il y a la montagne, vous arrivez à Taipei, bon, c'est pas forcément l'optique chinoise. Ça serait également une catastrophe du point de vue du commerce international, puisque donc la mer de Chine, c'est quand même un tiers du commerce international qui transite par la mer de Chine et le détroit de Taïwan, donc là, ce serait absolument épouvantable. À Taïwan, vous avez la grande usine de microprocesseurs. Alors, les États-Unis, sous Trump, ont commencé à essayer de construire une usine équivalente en Californie. De mémoire, c'est Californie, pour, voilà, si jamais il y a un conflit, hop, on a les nouvelles chaînes d'approvisionnement aux États-Unis, c'est sécurisé, mais c'est pas du tout opérationnel. Même si ça l'était, il faudrait reconstruire toutes les lignes commerciales, donc ça, c'est pas demain la veille que ça va être fait. Et en Europe? Bon, l'Europe, de toute façon, ça va être le dindon de la farce comme à chaque fois, donc je préfère ne même pas en parler. L'Europe va s'ériger dans ses principes moraux en disant la vie, la démocratie taïwanaise, etc., etc., etc. Ils vont sans doute, on verra s'ils auront le courage de prendre le même train de sanctions contre la Chine que ce qu'ils ont pris contre la Russie, mais enfin, si on regarde les sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie, les effets contre-productifs que cela, si on combine si on garde les sanctions contre la Russie et qu'on combine des sanctions équivalentes contre la Chine, la viabilité économique européenne me semble quand même gravement compromise. Et puis l'autre problème si la Chine envahit Taïwan, ou si en tout cas on force la Chine à envahir Taïwan, parce que c'est plutôt comme ça que ça risque de se passer,
vous êtes reparti pour réveiller en Asie des sentiments nationalistes très forts et bien enfouis. Parce que vous avez quand même les questions de querelle avec le Vietnam, avec les Philippines, avec la Corée du Sud, avec le Japon, qui ne sont pas toutes très très bien ensevelies, ou en tout cas qui ne sont absolument pas réglées. Est-ce qu'en Asie, on y croit à cet Américain qui va venir nous protéger? Ah, bah ça c'est la question. Euh, les Taïwanais se réfugient derrière les traités d'alliance signés dans les années 50 avec les États-Unis. Ils ne sont pas non plus dupes parce que les États-Unis ont quand même, notamment avec Nixon, dégelé les relations avec la Chine communiste. Mao était au pouvoir à l'époque et Chiang Kai-shek n'était absolument pas au courant. Il a découvert que Nixon était en Chine, voilà, comme tout le monde. Donc on est conscient qu'on a des traités d'alliance, qu'on arrive à se fournir en armes aux États-Unis, mais à Taïwan, on est également conscient que l'armée américaine, bon, ça va, ça vient. Euh, D'un autre, au Japon et Corée du Sud, je pense qu'il commence à y avoir certains doutes. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète le fait de se développer de capacités expéditionnaires. Et par capacité expéditionnaire, j'entends l'achat de la construction de porte-aéronefs pour abriter du F-35 à ce moment-là, mais à terme des avions de 6e génération construits pour une partie pour les Japonais avec les Britanniques. Et puis les Japonais vont se doter probablement de véritables porte-avions dans un futur proche. Donc si on développe des capacités expéditionnaires pour contrer la Chine, c'est sous-entendu qu'on se prépare à ce que l'ami américain éventuellement fasse défaut. Mais c'est tout ça, c'est vraiment le jeu de poker menteur. Personne ne sait comment va réagir les Américains. Certains disent que les Américains s'engagent exactement comme ils le font en Ukraine pour rassurer tous les pays asiatiques. Mais ça, c'est pas. Ça, on ne pourra le savoir que le jour J. Oui, parce qu'en Asie, on commence à parler de la fin d'un pacifisme japonais. Je sais pas si le mot Ah est... bah c'est de toute façon, le Japon, en fait, il faut bien voir que la constitution japonaise actuelle, les Japonais n'en veulent pas. Voilà. Ça fait partie d'un deal pour garder leur empereur à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le Japon, c'est tout sauf un peuple pacifiste, et surtout, c'est un peuple qui refuse l'idée même de démocratie. La société japonaise, c'est tout sauf démocratique, et ils n'en veulent pas. Et dès le début, et en fait, à part les 5 premières années qui ont suivi immédiatement en 45, où là, voilà, ils étaient l'idéalisme, la paix et tout le tralala, mais dès les années 50, toute la politique japonaise ne tient qu'à un seul fil, c'est comment on se débarrasse de l'interdiction d'avoir une armée. Alors ça passe, modifier la constitution japonaise c'est très compliqué, donc on passe sur des changements à chaque fois d'interprétation. Donc pas le droit d'avoir d'armée, maintenant c'est, après première interprétation, pas le droit d'avoir, en fait c'est juste avoir une armée en tant que telle, nous on a des forces d'autodéfense, donc déjà c'est pas pareil. Enfin, la force d'autodéfense, c'est quand même le 7e budget militaire mondial. Donc bon, voilà. Puis on passe sur... On n'a pas le droit... C'est juste pour la défense, donc pas d'expédition. Nouvelle interprétation. En fait, si on a le droit à des expéditions dans le cadre des missions des Nations Unies, parce que c'est maintien de la paix, et donc comme les Japonais, nous sommes pacifistes, en fait, on veut la paix. Et puis, après, oui, pas de droit d'expédition, sauf pour des unités de soutien. C'est comme ça que les Japonais se sont retrouvés embarqués en Irak, avec des unités logistiques et des unités médicales. Et puis maintenant, on passe sur une interprétation. En fait, on peut intervenir de manière expéditionnaire si les intérêts vitaux japonais commencent à être engagés. Donc, c'est un changement de doctrine qui est assez récent, ça. oui, c'est récent. Et ça date clairement du retrait américain d'Afghanistan. D'accord. Il y avait ça aussi dans cette grande leçon de soutien américain, le soutien américain au régime afghan. Donc cette position est vraiment tenue des deux bords de l'échiquier politique. Alors au japonais. Japon, de toute façon, vous n'avez qu'un seul bord politique, puisque le Parti conservateur est toujours au pouvoir, sauf pendant un an et demi dans les années 90, sinon ils sont toujours au pouvoir. Ce qui change en fait, ce qu'il faut regarder, c'est quelle faction au sein du Parti conservateur a le pouvoir. Pour l'instant, le contexte international soutient cette doctrine, mais comme tout dépend des relations familiales et économiques entre les grandes entreprises et comment en fait, pour des questions d'influence, comment ça se traduit dans le Parlement japonais, ça peut changer. Mais pour le moment, on est sur une interprétation, on va dire, maximaliste de cette notion d'expédition. Très bien. Pour revenir à Taïwan, l'auteur Graham Allison évoque la possibilité d'un piège de Thucydide.
menant les États-Unis et la Chine à une confrontation directe pour le basculement du leadership mondial. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, le piège du suicidide, donc ça fait référence à la guerre du Péloponnèse, et c'est le concept sur lequel on explique que quand vous avez une grande puissance hégémonique déclinante, confrontée à une puissance à volonté hégémonique ascendante, le résultat est systématiquement la guerre, puisque la puissance hégémonique déclinante soit déclenche une guerre préventive pour détruire son adversaire, tant que celle-ci a la supériorité militaire pour maintenir sa place. Et dans certains cas, vous avez la puissance ascendante qui, sûre de ses forces et, on va dire, surinterprète le déclin de la puissance hégémonique, qui déclenche une guerre préventive en se disant que sur le long terme, on est gagnant, que que la guerre va accélérer le déclin et hop, on va pouvoir les coiffer au poteau et prendre la place. Donc ça s'appelle, en d'autres termes, la transition de puissance. Est-ce qu'on est vraiment lié, qu'on va vraiment vers une guerre? C'est assez compliqué à dire. Toutes les transitions de puissance, sauf une, ont été violentes. La seule qui s'est faite de manière, on va dire, plus ou moins pacifique, c'est le remplacement de l'Empire britannique par les États-Unis. Alors c'est pacifique, en source, il n'y a pas eu de guerre directe entre les deux États. Bon, après, si on considère la loi Pratt-Bail comme une arme économique, on ne peut pas dire que ce soit exactement très pacifique, parce que la loi Pratt-Bail, c'est comme ce qui a coulé l'Empire britannique. D'un autre côté, il y a eu très peu de transitions de puissance dans l'histoire. Bon, vous avez eu Sparte et Athènes, ça remonte quand même un peu loin. Vous avez Habsbourg, France. Vous avez France, Royaume-Uni. Tentative allemande face aux Britanniques, guerre mondiale numéro 1, guerre mondiale numéro 2. Puis ensuite, la transition de puissance États-Unis, Royaume-Uni. Et là, on serait éventuellement dans une transition de puissance Chine, USA, ou éventuellement Chine plus Russie contre États-Unis. C'est quand même assez compliqué à dire. Et on n'est pas, Graham Allison, c'est quand même la vision extrêmement pessimiste, extrêmement matérialiste, déterministe du modèle. On peut très bien envisager, parce que le modèle sous-entend que le modèle de transition de puissance sous-entend qu'il ne peut pas y avoir d'accord. Or, vous avez d'autres parties, d'autres approches théoriques qui vous expliquent qu'en fait, rien de ça va se passer dès lors que la puissance ascendante est accommodée, c'est-à-dire qu'on lui donne plus de place dans la gestion des affaires internationales et on lui reconnaît un statut. Et quand on écoute pour l'instant tous les discours chinois, c'est clairement ce que les Chinois recherchent. Ils ne cherchent pas forcément la confrontation. Ils montrent les muscles d'un point de vue dissuasif et montrer, voilà, écoutez, on est quand même costaud, respectez-nous. On n'est plus, c'est bon, on n'est plus au XVIIIe siècle. Hein. Donc, si l'Occident joue intelligemment et accorde plus de poids aux décisions chinoises, plus de poids au veto chinois aux Nations Unies, plus de poids à la Chine, à l'OMC et au FMI, il est très probable que la Chine se satisfasse de cette position parce que être quand même la puissance hégémonique mondiale, ça coûte horriblement cher. Ça veut dire qu'on vous attend à chacune des guerres civiles, à chaque massacre, on attend une intervention de votre part pour régler la situation. C'est extrêmement coûteux. Il n'y a qu'à regarder la dette américaine. Donc c'est pas sûr que les Chinois veuillent d'une guerre de transition de puissance, ou de ce qu'on appelle une guerre hégémonique. Avec cette forme de pensée, cette hypothèse ou cette théorie, est-ce qu'on n'a pas le risque de rentrer dans un tunnel d'une prophétie autoréalisatrice? Ah bah, clairement. C'est déjà Graham Allison et ce qui s'appelle tous les néo-réalistes, c'est extrêmement déterministe. Il y a ça, donc il va automatiquement se passer ci. Et c'est vrai qu'après, a posteriori, bah regardez, j'ai raison. À force de crier au loup, le jour où le loup arrive, bon forcément, vous avez raison. Par contre, on oublie de dire toutes les fois où vous êtes planté. Donc ça, c'est le problème. Et le problème, c'est que c'est quand même une idée très largement véhiculée dans les universités américaines, dans les départements de sciences politiques, et qu'à un moment donné, bien, à force d'être abreuvé de ce discours-là, vous avez une grande partie de l'élite américaine, que ce soit démocrate ou républicain, là ils sont tous pareils, qui est abreuvé de ça, et à force, vous entrez vraiment dans un biais cognitif, Chine égale volonté de puissance, égale nous, Américains, devoir taper sur méchants Chinois. D'accord. Plus récemment, en concernant la Chine et les États-Unis encore, nous avons eu le scandale du ballon espion chinois,
qui a été Des ballons. Des ballons qui a été abattu au-dessus du territoire américain. Alors, scandale médiatique ou une grande farce? Bah, alors là, il y a quand même eu de tout, hein. Il y a eu le coup, oui, c'est un ovni. On a eu le droit, oui, en fait, c'est un ballon météorologique qui s'est un peu égaré, voilà. Il y a le ballon espion, mais en fait, non, c'était pas pour vous, c'était pour ailleurs. Puis finalement, c'était pour vous, mais c'était à Hawaï. Et puis le machin est parti. D'autres, bon, c'est la CIA qui a refait une petite manipulation façon fiole de Coca-Cola qu'on montre en 2002-2003 aux Nations Unies pour dire attention au méchant Saddam Hussein. Ce qui est sûr et certain, et j'ai pas la réponse à savoir qu'est-ce que c'était vraiment ce truc et quel était le but, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si ça venait vraiment de Chine, c'était vraiment pas malin de le faire. Que de toute façon, avec les satellites, on arrive à peu près à voir ce qu'on veut. Bon, après, on peut toujours voir que le satellite bouge et compagnie, mais bon, c'est une provocation qui n'était pas forcément nécessaire. Du côté américain, on en a fait tout un scandale. Les Américains ont juste oublié de dire bon, qu'ils avaient quand même mis une grande partie de tout le monde sous écoute téléphonique, y compris leurs alliés. Et voilà, donc ils sont quand même, les Américains, très très mal placés pour donner une émotion de morale sur l'espionnage. Parce que quand même, les premiers espions du monde, ce sont industriels, militaires et tout ce que vous voulez, ce sont quand même les Américains. Et on en a fait quand même tout un plat quand ils ont abattu le ballon. Bon, il faut quand même savoir que le fait de l'abattre, ça a coûté horriblement cher, puisqu'ils ont utilisé un F-22 avec donc le F-22 5e génération, l'heure de vol est à je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars, plus un missile qui vaut au moins 2-3 millions de dollars. Donc ça fait quand même cher l'opération médiatique pour montrer les muscles face à un ballon a priori inoffensif. Parce que récemment en France, l'ambassadeur de Chine est allé sur LCI et a défendu la thèse que ce serait un ballon météorologique. Oui, bon, ça c'est clairement une volonté également d'essayer d'apaiser les tensions. Ça peut très bien être météorologique, mais de toute façon, même si c'était météorologique, rien ne vous empêche de planquer 2-3 caméras. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas grave en soi. De toute façon, la diaspora chinoise et les satellites chinois sont beaucoup plus efficaces qu'un ballon. C'est peut-être une manière de tester la réaction américaine. Combien de temps vont-ils mettre pour détecter et ainsi de suite. Enfin, là-dessus, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que l'argument du ballon météorologique, c'est une volonté d'apaiser les tensions. Et par contre, ce qui est plus intéressant, en fait, ou ça peut tout simplement être une manière de voir en fait qui va critiquer, qui va soutenir, pour essayer de tester de manière un peu indirecte, le soutien réel des différents pays envers la Chine ou qui va souscrire à la thèse américaine et faire bloc autour des États-Unis. Donc ça peut aussi être ça. Très bien. Dans un de vos articles, vous écrivez, je vous cite, « En d'autres termes, les puissances émergentes derrière la Chine semblent se prononcer en faveur d'un ordre international dont la nature et la substance se rapprochent de celle de l'ordre westphalien. La Chine, selon vous, voudrait-elle mettre en place cet ordre multipolaire pour affaiblir l'ordre américain et pouvoir développer son propre impérialisme à la place de l'impérialisme américain ?» Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a chez les Chinois une volonté à la fois de bilatéralisme et de multilatéralisme. Si vous voulez, sur la scène internationale, il y a une volonté de remettre en œuvre un monde multipolaire, c'est-à-dire, vous avez toutes les grandes puissances, il y a nous, il y a la Russie et les États-Unis, voilà. C'est pas qu'aux États-Unis de décider des affaires du monde. Le monde devrait être régionalisé, c'est-à-dire chaque continent ou chaque zone géopolitique a sa grande puissance qui va gérer les affaires de cette région, y développer soit des institutions régionales, soit une interprétation régionale du droit international, et il n'y a que les pays de la zone concernés qui sont habilités à régler la question. Donc ça, c'est une vision multipolaire. Mais dans la zone, la Chine est, j'ai en tête la mer de Chine du Sud, là, toujours dans une logique bipolaire. C'est-à-dire que quand il s'agit de se mettre autour de la table pour régler la question de la souveraineté, en mer de Chine, refus chinois, à l'exception du format ASEAN, c'est la seule exception notable, mais sinon, c'est des rapports bilatéraux, tout simplement parce que quand on est la Chine face à Brunei, bon, on a quand même certains arguments.
Donc il y a une sorte d'ambivalence là-dessus. La Chine se verrait bien d'ailleurs mettre en place une sorte de doctrine Monroe en Asie du Sud, notamment autour de la mer de Chine, mais tout simplement pour une mesure protectrice, parce que les Chinois ne sont pas fous, ils ont quand même très bien étudié ce qui est arrivé à Saddam Hussein, et ils se sont rendus compte que plus on laisse approcher un groupe aéronaval américain de ses côtes, plus on a des ennuis. L'idée, c'est quand même d'évacuer la flotte américaine le plus loin possible. D'un autre côté, je ne vois pas la Chine développer un impérialisme au sens américain, c'est-à-dire universel et mondial. Ça, ils n'en veulent pas, tout simplement parce que pour un Chinois, la Chine, c'est le centre du monde. Les barbares sont tout autour. C'est aux barbares de se rapprocher de la Chine pour se civiliser. C'est pas à la civilisation d'aller voir les barbares. Ça, c'est la conception occidentale. En revanche, ce qui est fort probable, c'est que la Chine veuille rétablir des relations de type impérial, mais quand je dis de type impérial, c'est-à-dire dans le format 17e, 18e, voire même siècle et voire même avant, c'est-à-dire c'est l'empereur chinois, le centre du monde, et les pays riverains font allégeance à la Chine et en fait se reconnaissent sa supériorité. Donc si on entend impérialisme dans ce sens-là, la réponse est probablement oui, qu'il risque d'y avoir en Asie une sorte d'impérialisme chinois, en tout cas de primauté chinoise qui se mettra en place. Un peu ce retour avec l'idée du mandat céleste. Oui, c'est le mandat céleste. L'empereur, enfin le dirigeant chinois, c'est le fils du ciel. Il est là pour apporter prospérité à la population chinoise, à faire respecter la Chine sur la scène internationale et remettre la Chine là où elle doit être, c'est-à-dire au centre du monde. Il faut bien concevoir que pour les Chinois, mais également pour les Asiatiques, la domination occidentale, c'est une parenthèse. Que pour un Chinois, ou d'ailleurs un Japonais et un Vietnamien, voire même un Indien, le monde, ça a toujours été dominé par l'Asie. À l'Antiquité, quand on regarde le niveau de développement entre l'Europe, Moyen-Orient et l'Asie, il y a quand même un énorme écart. Moyen-Âge, pareil, et en fait la primauté européenne, c'est une parenthèse liée à l'usage militaire de la poudre, utilisée d'abord par les Européens qui sont venus ensuite en Chine, donc là je parle clairement des traités inégaux, 1848, la guerre de l'opium et ainsi de suite, mais ça, pour eux, de 1848 à aujourd'hui, c'est une parenthèse qu'ils comptent bien faire fermer et que ensuite la scène internationale reprendra son cours habituel, c'est-à-dire c'est l'Asie qui dirige. Même la poudre venait d'Asie. Et tout, oui, sauf que eux ils s'en servaient pour divertissement et nous on en a trouvé un usage un peu plus, peut-être moins raffiné, mais en tout cas peut-être plus efficace. Plus viril. Oui, plus expéditif et viril, effectivement. Bon, au niveau des coopérations, le modèle chinois s'élève vers les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Et est-ce qu'on ne va pas vers un isolement de l'Occident à travers ce développement, ce qu'on appelait avant le tiers-monde, qui va se coaliser autour de la Chine et même des puissances qui vont monter toutes seules indépendamment, et laisser un peu cet Occident agonisant, délirant de côté et l'isoler du monde? C'est clair, enfin, il n'y a qu'à regarder la population. La Chine, 1,3 milliard, 1,4 milliard, ils ne savent même plus eux-mêmes. Puis l'Inde, ils ne savent pas non plus, 1,3 milliard, 1,4 milliard, peut-être 1,5 milliard, voilà. Vous avez quasiment la moitié de la population dans ces deux pays. Vous rajoutez Inde à peu près, quand on rajoute les BRICS, donc on rajoute le Brésil, vous rajoutez l'Afrique du Sud, bon déjà ça pèse. Vous avez l'Iran qui veut rentrer dans les BRICS, vous avez l'Algérie qui veut rentrer dans les BRICS, donc ça pèse. Et bon, l'Occident, d'un point de vue de population économique, surtout l'Europe, déclin et effondrement total. Vous avez d'autres institutions internationales qui commencent à concurrencer, en tout cas, le monopole occidental. Alors, pour concurrencer le FMI, vous avez la nouvelle banque de développement pour les infrastructures qui a le siège à Pékin. Pour concurrencer l'OTAN, vous avez quand même l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est l'exacte antithèse de l'OTAN, c'est-à-dire que eux, eh bien, ils veulent mettre en avant la stabilité, comprendre pas de changement de régime. Que pour un BRICS, et surtout pour un Chinois, peut-être que Kadhafi ou Saddam Hussein ne sont pas des enfants de cœur, d'accord, mais au moins, eux, on sait comment ils fonctionnent. On change, c'est toujours le vieil adage, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous gagnez. Donc, en Asie, on a comme horreur du désordre, parce que justement, ça
ça perturbe l'ordre cosmique et c'est la porte ouverte à tous les troubles. Et eux, ils ont quand même, que ce soit notamment en Chine, à chaque fois qu'ils ont fait un changement politique, enfin, ça a entraîné quand même des périodes de déstabilisation massive. Il n'y a qu'à regarder ce que ça a donné la révolution de 1912, affaiblissement total de la Chine, effondrement de la Chine, 4 régimes chinois, le régime de Chiang Kai-shek, celui de Mao, celui pour les Japonais, plus une des seigneurs de la guerre qui est subdivisé entre ceux qui soutiennent Mao, Chiang Kai-shek et puis les Japonais, ceux qui sont pour leur propre compte. Enfin, vous avez quand même un bazar monumental et s'il y a quelque chose qu'un Chinois déteste, c'est quand même le désordre. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il n'y a qu'à regarder, mais plus personne ne respecte l'Occident. Biden est sénile, ça se voit, plus personne ne le respecte. Tout le monde dit, de toute façon, soit il est sénile, soit il fait n'importe quoi. Macron, les Africains ont répondu pour nous à cette question à ma place la semaine dernière. Entre le Congo ou le Maroc, je pense que voilà, même l'Ukraine insulte ouvertement la France, donc je pense que c'est réglé. Oui, le Maroc est allé jusqu'à dire que non, nous n'avons pas des relations Oui, c'est cordiales. ça, direct. C'est cash. Pour les institutions européennes, Erdogan a répondu à la question en montrant tout son respect pour l'Union européenne lors de l'affaire du siège. Donc, je pense, enfin, à part certains États qui essayent plutôt de survivre, je pense, bon, les Polonais qui essaient de jouer leur carte pour faire une bascule en Europe autour de la Pologne en bon supplétif américain. Vous avez une sorte d'alliance Hongrie, Serbie, bon, mais ça pèse, ça va rien peser. Donc ce qui est clair, c'est que les pays européens vont être mis dans le même sac que les États-Unis. Ça c'est de plus en plus clair. On s'aligne trop diplomatiquement sur les États-Unis. On se laisse humilier par les États-Unis. Il n'y a qu'à regarder l'affaire du gazoduc Nord Stream. Alors là maintenant c'est le pompon avec cette nouvelle théorie fumeuse américaine qu'en fait ce sont des nationalistes ukrainiens qui auraient loué un yacht polonais, un équipement de plongée qui serait redescendu, qui aurait fait péter eux-mêmes le Nord Stream. Enfin on va arrêter de déconner quand même. Donc ça personne n'y croit, tout le monde se bidonne. Donc ça, on va peut-être pas être déclassé tout de suite. Par contre être perçu comme des partenaires fiables, crédibles, qui respectent les traités internationaux, qui respectent les accords commerciaux internationaux, ça, c'est cuit. Ça va être compliqué. La Russie, par exemple, c'est nous qui avons mis un terme aux accords commerciaux avec la Russie. La Russie continuait à livrer du gaz, il n'y a pas de problème, ils remplissaient leurs obligations. C'est nous qui avons tout coupé. Quand la Russie quand c'était le président Hollande, l'accord pour la vente de Mistral à la Russie, bâtiment de porte-hélicoptère d'assaut Mistral à la Russie, c'est la France qui a refusé de les livrer. On avait signé les contrats, ils étaient en règle. On a refusé de les livrer pour raisons politiques. Donc plus personne ne fait confiance à l'Occident. C'est ça le problème. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais en tout cas, si l'Europe, ou les pays européens veulent éviter de ce qu'on pourrait qualifier de terminer dans les poubelles de l'histoire, il va rapidement falloir développer une politique entre guillemets de non-aligné, c'est-à-dire revenir à une politique pour la France de type gaulliste. Troisième voie, c'est-à-dire je parle à tout le monde en fonction de mes intérêts. Et ça, c'est parfaitement acceptable pour la plupart des pays. Mais c'est le suivisme sans questionner les États-Unis qui pose problème. Très bien. Merci Mathieu Grandpiron pour cet entretien. Merci à vous et à très bientôt. Et à très bientôt.